accueille pour une conférence chez Égalité et Réconciliation Lille sur Voltaire antisémite. On a quelques questions sur la société française, la religion et des questions métapolitiques. Donc la première tout de suite. Après un an de manifestation des Gilets jaunes, Emmanuel Macron se dit bouleversé par le film Les Misérables, parce que les banlieues souffrent. Avez-vous un message de soutien aux millions de Français ignorés qui manifestent depuis un an? Oui, il se passe bien de mes messages, mais bien sûr, j'en suis. J'en suis. J'en suis. Je ne suis pas quelqu'un qui soutient les autres. Je fais partie à ma manière. Si vous en êtes, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui les Gilets jaunes sont totalement récupérés? La tentative de récupération, encore faut-il savoir la nommer, la récupération possible qui s'effectue, c'est, pour moi, je vais vous surprendre encore, c'est le RIC, c'est Chouard. Chouard, c'est Mélenchon. C'est un mouvement qui est fondamentalement, qui est par essence anarchiste, au sens noble du mot, pas au sens de fouteur de merde. La doctrine anarchiste, parce qu'on me reproche d'avoir été trotskiste, mais d'abord je me suis engagé dans l'anarchisme. J'ai été recruté après par les trotskistes, mais fondamentalement, ma première adhésion, qui est quand même le baptême dans une existence, dans une biographie spirituelle, j'ai choisi l'anarchisme. Donc je connais bien l'anarchisme. L'anarchisme, c'est une conception de l'ordre. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Pour moi, le mouvement des Gilets jaunes est d'essence anarchiste parce qu'il attaque l'État. L'ancien gauchisme, l'ancien communisme, c'est contre le patronat, hein, contre le capital. Mais eux, ils ont compris le truc. C'est l'État. La définition d'aujourd'hui de l'État, c'est que c'est un chancre sur un corps sain. C'est entièrement de la pourriture. J'essaie de dire le mot doucement pour pas qu'on croie que je suis dans la véhémence. C'est une analyse scientifique. C'est pas du tout que je trouve que ces gens... C'est pourri. Il y a même pas ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire l'administration des choses. C'est juste le terrorisme dans lequel moi je vois l'État. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre. Pour moi, les Gilets jaunes, c'est la réponse du Bataclan. Ça vit pas consciemment dans l'esprit de l'un ou de l'autre, de Jean-Pierre Paul, ou Raoul, ou Mohamed, ou Mamadou, ou Yvonne, parce qu'il y a hommes, femmes. D'ailleurs, les Gilets jaunes, vous voyez, ils transcendent les races, les classes. Pas les classes, non, mais les sexes. Dans la réalité, pas en théorie, eh bien, même si ça ne vit pas dans leurs égos particuliers, comme je crois que le réel seul pense, et non pas les hommes. Les hommes on est un microcosme de conscience dans de la grosse matière. On n'est même pas. Enfin, je vais le développer dans ma conférence. Et le gilet jaune, c'est la réponse au Bataclan. J'espère que je serai compris, sans en dire plus. Une question religion. Vous avez déclaré dans votre livre que selon les apocryphes, les évangiles donc apocryphes, Jésus n'aurait pas dit être venu accomplir la loi, mais l'abolir. Pourriez-vous nous expliquer cela plus en détail, ce qui vous amène à exprimer cette opinion? Oui, enfin, ce n'est pas mon opinion. Je l'ai lu, effectivement, je vais vous dire exactement, c'est dans une préface des logions de Jésus trouvés à Nag Hammadi, l'évangile de Thomas. Le préfacier, dont j'ai oublié le nom, dit ça, pour expliquer. Il dit, on voit bien que... mais ça, c'est la gnose a toujours dit ça. Donc moi, je l'ai cité, je l'ai mis vraiment entre guillemets, je crois, ou en italique, hein, dans mon livre. Moi, je ne peux pas affirmer que ce soit vrai. Donc c'est pas forcément mon opinion, mais je vais vous dire, là, c'est la conférence. Je vais essayer de démontrer... Je vais essayer de démontrer quand même en quoi c'est vrai. Si je dois la résumer d'un mot, c'est assez difficile, mais ça veut dire que de toute façon, là je suis d'accord avec Voltaire. Hein. Ou bien, quoi, comme dit Kierkegaard, ou bien on considère que Jésus est venu. Mais alors dans ces conditions, on retombe dans la vieille critique de Simone Weil. Elle dit que c'est une atroce plaisanterie de lier d'une quelconque manière ce Dieu tribal, colérique, de l'Ancien Testament avec le Messie de Jésus. Je m'excuse, mais spontanément, je suis comme ça. Alors moi, j'ai dit ça, oui, je l'ai repris, mais rappelez-vous, j'ai mis des guillemets. Hein. C'est tout ce que je peux dire. Donc en tant qu'hérétique, parce que là, clairement, préférez-vous vous convertir ou être brûlé au bûcher? Vous avez droit qu'à une réponse. J'ai droit qu'à une réponse. Non.
Si, je vais en faire deux brèves. Je vais dire, mais hérétique de quoi? D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, de quelle religion? Ce truc sirupeux, la Pachamama? Non, bah, mais est-ce que je préfère être hérétique que brûlé? Je vais vous faire la réponse. Hérétique du 2e siècle, du concile de Nicée, voilà. Eh ben, je vais vous faire la réponse de Nietzsche. Nietzsche dit dans le Zarathustra, dans un texte qui s'appelle Du martyr, je crois, ou des prêtres, je ne me souviens pas. Je ne connais pas la citation par cœur, mais il lui dit, au martyr, il lui dit... ce qui compte, ce n'est pas de se jeter dans les flammes pour ses propres idées, parce que ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de tirer ses idées de son propre incendie. Et moi, je pense être comme ça. Donc, je vais me convertir. Je ne veux pas être brûlé. Ça ne m'intéresse pas, le martyr. Ça ne sert à rien. Et ça n'a jamais servi. Au contraire, ça sert à ceux qui ont brûlé. Question métapolitique sur les arnaques des études de genre. Un historien du genre a fait son mea culpa, mais pourtant la théorie du genre reste ancrée en tant que norme de construction sociale. Peut-on dénaturer le caractère biologique de cette construction impunément? Les sciences humaines et sociales sont-elles en roue libre? Humaine et sociale aussi, mais même la science tout court, la médecine, les endocrinologues par exemple. Comment peut-on... mais attendez, je vais prendre ça par un autre bout. Le féminisme, qui est la base du genre, de la théorie du genre, c'est le féminisme, c'est inclus dans le féminisme. La matrice de ça, c'est le féminisme. Ça vient du féminisme. On ne naît pas femme, on le devient. Et l'attitude de la femme, c'est une représentation patriarcale imposée par des stéréotypes. Donc c'est d'abord le féminisme est d'abord un idéalisme subjectif, où le monde est une représentation, c'est une métapsychologie. Donc les premiers déjà, avant de parler des sociologues, tout ça qui auraient dû faire front contre le féminisme quand il est apparu dans les fin des années 60, ce sont les marxistes. Parce que le marxisme, qui est un matérialisme, pose que la réalité, elle existe d'abord, et que la pensée n'est qu'une représentation de la réalité. Le féminisme dit que la réalité n'est qu'une représentation de la conscience. Donc déjà, en plus, le féminisme, dans les années 60, fin des années 60, il s'est attaqué directement à l'avant-garde étudiante. Il a fait la même chose 10 ans après en France, j'y étais. J'étais dans un groupe d'extrême gauche. Quand les féministes sont arrivées, elles nous ont attaqués. Elles nous ont dit, vous êtes des petits chefs, faites chier. Elles ont voulu être au service d'ordre, elles ont voulu nous empêcher de penser. Elles ont poussé des mecs à se suicider. Moi, je suis parti. Hein, donc le féminisme, c'est ça. Et ensuite, elles ont attaqué, elles ont fait semblant d'attaquer le pouvoir, mais en fait, elles sont idoines au pouvoir. Donc, le féminisme, pour moi, c'est la philosophie de la décomposition. Nous sommes dans un monde où le capitalisme s'est décomposé. Il ne cherche plus à promouvoir les forces productives, mais à les détruire. Il détruit les nations. Il revient sur tout ce qu'il a construit. Et son idéologie, c'est une idéologie de la putréfaction. Le féminisme, c'est lui qui l'a mis en selle. Je ne dis pas qu'il l'a inventé, mais Rockefeller, Monsieur Rockefeller a dit, vous pouvez chercher sur Google, il a dit l'acte le plus intelligent que j'ai jamais fait de ma vie, c'est d'avoir c'est pas son expression, c'est d'avoir fondé les Women's Studies. C'est le capital qui a mis en selle le féminisme. C'est pas le féminisme qui a triomphé de haute lutte. La dirigeante du féminisme, c'était Gloria Steinem dans les années fin des années 60 aux États-Unis. Gloria Steinem, on ne parlait que d'elle. Elle était à la CIA depuis 64. Elle a été décorée par Obama. Le féminisme est intrinsèquement, il n'est pas pensable en dehors du capital. Donc en réalité, que les savants, les endocrinologues la bouclent, tout le monde la boucle dans le féminisme parce que c'est un terrorisme idéologique. C'est une nouvelle inquisition. Mais pour moi, elle est la base. Elle n'est pas seulement la base biologique, comme vous avez raison de le souligner, bien sûr, puisque la première détermination, même pour un fœtus, c'est la division sexuelle. Mais métaphysiquement parlant, quand on réfléchit sur des notions comme l'être, la substance, la première division, puisque pour passer de l'unité à la multiplicité, il faut des divisions. La première division, la plus essentielle, c'est entre la forme et la matière, pour reprendre Aristote, ou si vous préférez la scolastique, c'est entre l'essence et l'existence. Ou si vous préférez être plus simple, entre l'ordre et la vie. Il faut un principe qui fait qu'on n'est pas rien, et un principe qu'il faut que ce rien ne soit pas un chaos. Vous avez là déterminé
la différenciation en sexe. Dans la manifestation humaine, c'est la traduction d'une polarité masculine et d'une polarité féminine, c'est la traduction dans la manifestation humaine de cette profonde distinction qui est essentielle, fondamentale. Et c'est pour ça que nous savons que nous sommes dans un monde décisif et que finalement toutes les questions philosophiques, métaphysiques seront traitées par la réalité, puisque maintenant l'essence idéologique du pouvoir écrasant qui nous opprime, c'est finalement un pouvoir gynécocratique, c'est indubitable. On peut faire semblant de dire que Chiappa, c'est juste un ajout de Macron, mais c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, je la vois pas, Chiappa, finalement. Ce qu'il faut voir, c'est que l'antiracisme est basé sur le féminisme. Le gender est basé sur le féminisme. L'ouverture des frontières est basée sur le féminisme. En dernière analyse. Et la contestation, maintenant, je la trouve matriarcale. Donc, je me souviens plus très bien des questions précises, mais oui, bien sûr, ils se taisent, les sociologues, les anthropologues, ouais, alors qu'ils pourraient effectivement rappeler l'essentialité, que c'est fondateur. C'est la première division essentielle, et ensuite, il y a une différenciation des attitudes sociales qui est impliquée par cette différence. Comme le dit magnifiquement M. Cousin, même chez les chasseurs-cueilleurs, il y avait le sujet du panier et le sujet de la lance. Et ils sont ensemble pour former une totalité. Ce n'est pas une oppression de la lance contre le panier, c'est une différenciation naturelle. Qu'il y ait eu des moments où ce ne soit pas chouette d'être une femme, c'est sûr. Enfin, il y a eu des moments, même des lieux. Mais il y a eu des moments et des lieux où c'est pas chouette d'être un homme. Hein, la boucherie impérialiste de 14-18. Il n'y a rien qui fonde l'idée de l'oppression de la femme par l'homme. C'est ridicule, complètement ridicule. Essentiellement grotesque. Et qu'on puisse tous marcher dans cette connerie, c'est le plus stupéfiant pour moi. Il ne peut pas y avoir d'oppression généralisée des hommes contre les femmes. Il faudrait croire que le cerf et le seigneur, ils sont potes là-dessus, mais ça ne veut rien dire. Le féminisme, c'est l'arnaque suprême. C'est la base de tout le reste. C'est le fondement de notre déchéance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, des chasseurs-cueilleurs à la guerre 14 et au féminisme moderne, est-ce que c'est l'homme qui fait l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui fait l'homme? Marx a répondu à ça en disant que l'homme fait son histoire, mais il ne la fait pas consciemment. Je crois qu'il y a de l'inédit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la totalité c'est-à-dire qu'il y a tellement de changements d'une époque à une autre qu'on peut dire que c'est la totalité qui va déterminer ensuite la conscience que nous en prenons. Les hommes, il y a en ce moment dans notre milieu, même dans notre bord, dans notre association, des penseurs qui expliquent que, par exemple, Voltaire ou Rousseau ou Saint-Just Robespierre auraient mis au monde. C'est pas vrai, ils ne savaient pas ce qu'ils mettaient au monde. Personne ne le savait. Ce qui allait se mettre au monde, c'était dans l'esprit de personne. La Révolution française, elle s'est jouée d'abord sous des travestis romains. Les gens croyaient qu'ils faisaient la République romaine. Ensuite, ils ont cru à des utopies. Mais personne n'imaginait ce que Balzac, après, va bien nous décrire, la naissance du capital. C'est une erreur de croire que l'homme fait son histoire, mais, encore une fois, je ne peux pas dire mieux, il ne la fait pas consciemment. C'est-à-dire qu'il l'a fait avec les outils issus du passé, dans des situations qui portent le sceau de l'émergence et de l'inédit. Hein. Regardez, en 1900, on appelait ça la belle époque. Puis la guerre de 14 et 18 est arrivée. Mais c'est ça le creuset de nouveautés, de choses qui n'étaient pas incluses, ni même perceptibles dans la belle époque. Le bolchevisme, le fascisme, le futurisme, le surréalisme, la physique quantique et même la relativité générale émergent des années 20. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce creuset fondamental. C'est la réalité qui produit la pensée, et non pas la minuscule pensée. C'est ce narcissisme du crétinisme qui nous fait croire que nous sommes les producteurs. Nietzsche a fait aussi litière de cette idée en disant que les hommes se trompent en croyant que c'est leur propre volonté qui met au monde la réalité. Merci beaucoup.